Un café, s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Ligne droite, Combien je vous vote? C'est beaucoup trop cher. l'addition. Et pour cette première édition de la semaine, donc, nous commençons avec votre édito. Régis Le Sommier, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Liselotte. Alors, ce matin, je vais vous parler du Groenland. J'ai intitulé cet édito « Terre de convoitise américaine ». Donc, effectivement, tout le monde en a entendu parler. Les propos de Trump, est-ce que ça va se faire? Est-ce que c'est réaliste? Qu'est-ce qui va se passer autour du Groenland? Alors, je vais commencer par les Danois, puisque le Groenland est une colonie danoise. J'insiste bien sur le terme, vous comprendrez pourquoi. Alors, ça vous a peut-être échappé, mais le 28 janvier dernier, Mette Frederiksen, qui est la première ministre danoise, était à Paris. Et elle était reçue à l'Élysée par Emmanuel Macron. Alors, dans sa tournée, elle a fait une tournée européenne. Elle a dit avoir reçu très grand soutien de ses partenaires, tout en manifestant clairement leur inquiétude. On note quand même que les Danois ménagent pourtant quelque peu Donald Trump. Alors, on ne sait pas très bien ce que ce dernier va faire. Est-ce que c'est une attaque via les fameux droits de douane prohibitifs qu'on est en train de voir se déployer sur le Canada et le Mexique? Ou alors est-ce que c'est des menaces réelles d'annexion? Le président américain laisse lui aussi planer le doute sur ses intentions vis-à-vis de cette île, territoire autonome officiellement sous juridiction danoise. Je n'ai aucune raison de croire qu'il existe une menace militaire contre le Groenland ou le Danemark, a précisé par exemple Mette Frederiksen. Elle s'est voulue rassurante, ce qui n'a pas empêché, étonnamment, le ministre français des Affaires étrangères, vous savez, notre truculent Jean-Noël Barrot, de s'avancer en affirmant que la France pourrait envisager d'envoyer des troupes au Groenland. Alors, c'est marrant, Liselotte, que, en fait, ce sont ceux qui défendent aujourd'hui la souveraineté du Groenland qui sont eux aussi ceux qui, en général, diminuent constamment celle de la France. Par exemple, ceux qui défendent les droits danois sur le Groenland passer leur vie à se repentir, Emmanuel Macron en premier, sur la colonisation ou à détruire tout ce qui en reste, en fait. L'Union européenne, par exemple, donc, qui rassemble un petit peu cette élite, en général fait exprès de n'envoyer aucun Français dans les anciennes possessions françaises. Sans parler évidemment de la diplomatie africaine d'Emmanuel Macron, qui nous a chassés purement et simplement du continent. Mais pour revenir sur la question des troupes, vous imaginez franchement nos soldats face à face avec les GIs de Trump sur la calotte glaciaire? Ça paraît un petit peu surréaliste. Alors, ce Groenland, parlons-en à proprement parler. Alors moi, j'ai une expérience il y a 5 ans, en 2019, je m'étais rendu dans l'île au mois d'août. Ce qui est intéressant, c'est que c'était mon 2e séjour au Groenland. J'avais fait quelques années plus tôt un autre séjour et j'ai été vraiment surpris parce que le changement était radical. Le réchauffement climatique était bien là, durable. Je me souviens en particulier de la baie de Disko, l'endroit où Paul-Émile Victor avait fait ses escapades. Je vais en reparler de Paul-Émile Victor, vous verrez. C'est là où sont relâchés des monstres de glace qui sont ces fameux icebergs dont un des ancêtres a coulé autrefois le Titanic. Ici, chaque jour, en fait, il naît des icebergs dont, en gros, si vous voulez, la capacité serait d'alimenter la ville de New York en eau potable. Donc c'est énorme. Mais plus il y a ce glaçon, plus il y a ces énormes glaçons, évidemment, plus la calotte glaciaire diminue. Parce que dans les terres, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que le manteau de glace groenlandais, en août, avait pris un coup incroyable. La base qu'on visite toujours de Paul-Émile Victor est aujourd'hui éloignée de plusieurs dizaines de kilomètres de la calotte glaciaire. Ça veut dire que l'endroit d'où l'explorateur partait pour justement traverser, faire ses expéditions, eh bien aujourd'hui il n'y a plus que de la terre. Donc en juillet cette année-là, je me souviens, j'ai noté ce chiffre, il y avait fondu 11 milliards de mètres cubes de glace en un seul jour. Donc ça, c'est le record absolu. C'était aussi une année où l'Islande avait décrété les obsèques officielles pour la perte d'un de ses glaciers, victime du réchauffement. Le Groenland était de plus en plus vert. Et alors c'est très intéressant parce que au Xe siècle, quand le fameux chef viking Éric le Rouge avait baptisé le Groenland Terre Verte, il s'agissait à l'époque d'une publicité mensongère destinée à leurrer des colons scandinaves pour qu'ils viennent s'y installer. Aujourd'hui, ce vert est le signe
du premier réchauffement climatique dans l'histoire de l'homme, qui porte la marque de l'homme. Voilà. Alors, l'Union européenne s'est longtemps intéressée, puisque le Danemark en fait partie, a voulu sanctuariser les richesses naturelles du Groenland sans parvenir en fait à faire de l'Arctique en général un sanctuaire. Il faut voir que la différence entre l'Arctique et l'Antarctique, c'est que l'Antarctique est lui sanctuarisé par un traité. Il est ce qu'on appelle une terra nullus, c'est-à-dire qu'elle n'appartient à personne et ne peut être revendiquée. Ce continent est devenu une réserve naturelle consacrée à la paix, dixit le traité, et à la science. Il n'est pas réservé aux seules activités scientifiques, mais d'autres activités sont strictement encadrées, ce qui n'est absolument pas le cas dans l'Arctique et évidemment au Groenland. Au Groenland, il y a 5 ans, moi je m'en souviens très bien, on voyait déjà des sociétés minières opérer sur les décombres de cette calotte glaciaire. Elles étaient, moi je m'étais renseigné à l'époque, souvent de nationalité australienne, mais on me disait, attention, faites attention, elles sont de nationalité australienne, mais il s'agit en réalité de faunées de sociétés chinoises. Voilà, donc le Groenland, ça fait un petit moment qu'il aiguise les appétits, et pas que des Américains. Alors Donald Trump, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait que de mettre sous un jour éclatant des discussions et des enjeux qui étaient déjà présents. Pourtant, ce qui ressemblait à une blague au départ, qui a pris de la consistance à mesure que Donald Trump martelait son idée, au départ, c'était pas très grave parce que tout le monde entier pensait que Donald Trump serait battu. Alors pourquoi se soucier d'une de ces énièmes lubies du bouillonnant milliardaire ? Depuis qu'il est élu, c'est une autre affaire. Ça a pris une tournure diplomatique intense. On a d'ailleurs oublié que pendant sa précédente mandature, Donald Trump avait déjà évoqué l'annexion du Groenland. Le Danemark a réagi, les autorités du Groenland aussi. Chacun y est allé de sa protestation face à cette posture impérialiste du Trump nouvellement élu. Certains ont murmuré d'ailleurs, des Danois comme des Groenlandais, pourquoi pas, en imaginant les dollars tomber comme des flocons. Trump bluffe-t-il, se demandaient les autres? Pas du tout apparemment. Il a aussi des velléités, on l'a vu hier soir par exemple, sur le canal de Panama, où les autorités de Panama ont commencé à s'écarter d'un accord qu'elles avaient avec la Chine, accord qui permettait des tarifs préférentiels pour les Chinois. Donc on sent que Trump fait vraiment bouger les choses, et vous verrez, je terminerai sur l'OTAN qui s'aligne sur Trump, qui est en train de commencer à s'aligner sur Trump. Et puis évidemment, il y a le Canada, invité de façon assez coercitive, on va dire, avec les taxes qui vont être appliquées demain, mardi, à devenir tout bonnement le 51e État des États-Unis. Alors, effectivement, Donald Trump voit l'Amérique en grand, en très grand, et il veut sa part de Grand Nord, c'est certain. Alors, on peut se poser la question, les Inuits dans tout ça, ceux qui habitent le Groenland, sont 55 000. Je fais une petite précision, la colonie viking fondée par Éric le Rouge, dont je parlais tout à l'heure, elle comptait 2000 membres. Elle a complètement disparu, mais c'est quand même de là, depuis le Groenland, que Leif Erikson, le fils d'Éric le Rouge, partit conquérir le Vinland, donc, qui se trouvait en Amérique, et donc a découvert l'Amérique avant Christophe Colomb. La souveraineté scandinave est donc ancienne, mythique presque, même si l'île n'est devenue officiellement danoise qu'en 1720. Les Inuits, il faut le reconnaître, qui composent la majeure partie de ces 56 000 habitants, ne sont arrivés sur l'île qu'au XIIIe siècle. Donc il y a une antériorité danoise. Mais il s'agit bien d'une colonie. Alors, intéressons-nous, pour finir, à la portée de ces velléités de conquête de Trump au niveau des Inuits. Alors, au lendemain de son accession au pouvoir, le premier ministre du Groenland, qui s'appelle Mute Egede, avait insisté sur le fait que l'île ne souhaitait pas devenir américaine, mais qu'elle était ouverte à un renforcement de la coopération avec les États-Unis. Vous savez, il y a une base militaire aux États-Unis, américaine, qui existe depuis de nombreuses années à Thulé, au nord du Groenland, donc sur le territoire du Groenland, donc c'est pas nouveau. Mais depuis les années 70, ce pays, donc composé à 80% d'Inuits, est en proie à un mouvement d'émancipation. Il est aujourd'hui un territoire autonome, avec un drapeau, mais pour se passer définitivement de la tutelle danoise, le Groenland devra-t-il se vendre aux Américains, adopter la fameuse American Way of Life, et à quel prix ? Celui du sacrifice de ses paysages, de ses peuples premiers, au profit de l'exploitation de ses ressources qui, on l'a vu, a déjà commencé. Également, il y a son système de santé.
extrêmement généreux, offert par les Danois. On peut se douter qu'avec les sous juridiction américaine, ça sera sans doute un petit peu différent. Le Groenland, il faut dire, c'est aussi là que vivent les derniers chasseurs d'ours blancs. Par exemple, dans le village, moi j'avais eu l'occasion de le visiter, c'est absolument incroyable, de Kilorchuak. On se souvient que Jean Mallory, scientifique français, avait défendu, se battait pour les Inuits. Récemment encore, il y a des Français, comme l'explorateur Nicolas Dubreuil, qui défendent leur cause. Les Inuits du Groenland connaissent bien des problèmes à cause justement de cette américanisation. L'alcool, par exemple, introduit par les Danois, mais ils ont su, à la différence de leurs cousins du Canada, conserver une tradition authentique. Depuis toujours, les Groenlandais vivaient à la périphérie du monde. Soudain, les voilà au centre. Vont-ils parvenir à en tirer profit ou disparaître dans la grande machine américaine à broyer les peuples? Feuilleton à suivre et qu'on va continuer de suivre avec vous, Régis Le Sommier. Est-ce que les Inuits ont leur mot à dire? Est-ce qu'ils ont un quelconque poids dans les décisions à venir? Ils peuvent voter, disons que, et puis ils ont un gouvernement représentatif qui est composé quand même d'une majorité d'Inuits. Les mouvements de sécession existent, mais bon, disons que pour le moment, il y a pas eu encore de moment pour réclamer l'indépendance, ni que cette indépendance se consacre. Mais on peut l'imaginer, elle est tout à fait possible et elle est souhaitée par une partie des habitants de l'île. Oui. Et comme tous les mouvements indépendantistes aujourd'hui, l'idée c'est de se vendre à meilleur prix à un autre maître. Absolument. Mais tout à fait. Ce qu'évaluent les Groenlandais aujourd'hui, c'est l'intérêt, si administrativement ils sont reliés aux États-Unis. Certains disent on aura plus d'argent, d'autres disent attention, on va perdre notre système de santé qui est intéressant parce que par exemple les Groenlandais peuvent aller se faire opérer lors de maladies graves dans des hôpitaux danois. Un peu comme les Algériens en France. On est dans une situation où le Danemark épaule largement la population. Il y a une forme d'assistanat presque. Voilà. Régis Le Sommier, l'envoi de troupes européennes au Groenland, est-ce que c'est de l'esbrouf, des déclarations, ou une simple position, ou bien est-ce que réellement c'est quelque chose qui pourrait arriver? Parce qu'on en rigole quand vous nous parlez dans votre édito, mais bon, on ne serait pas à une première aberration près. Écoutez, j'ai l'impression qu'il y a quand même un conflit entre ceux au sein du même gouvernement, entre Emmanuel Macron, qui lui souhaitait, vous vous souvenez de l'expression qui avait été rapportée par le Monde, envoyer des gars à Odessa. Donc, est-ce qu'il faut envoyer des troupes en Ukraine ou est-ce qu'il faut envoyer des troupes contre les Américains? On ne sait pas très bien qu'est-ce qu'il faut faire en premier, ni si en fait l'idée d'envoyer des troupes est vraiment efficace. Qu'est-ce que ça va servir à quoi? On va s'interposer où? Est-ce que nos troupes vont mourir pour Nuuk, la capitale du Groenland, comme autrefois on pouvait mourir pour Narvik ou d'autres, voilà. Déjà, qui connaissait la capitale du Groenland? Oui, c'est sûr que déjà qui connaissait même l'existence, on connaissait le Groenland, je pense, d'un point de vue climatique, avec c'est le pôle Nord, quoi. puis la calotte glaciaire, quand on s'intéresse un peu au phénomène de climat et à la question des courants aussi dans l'Atlantique, c'est quelque chose importante, c'est la plus grande réserve d'eau douce au monde, mais la vie du Groenland et sa souveraineté et son avenir politique, je crois que personne n'avait vraiment ne s'en souciait. Si Trump veut le Groenland, donc c'est en partie pour ses richesses minières, mais c'est aussi avec cette accélération du réchauffement climatique, le fait qu'il y a des routes navigables qui sont en train de se dessiner. Donc c'est des économies considérables dans le trafic. C'est aussi la possibilité d'organiser autrement le commerce mondial. Ce qui est intéressant, c'est qu'en parallèle, il y a l'histoire du canal de Panama que j'ai évoqué, mais évidemment, il y a la fameuse route du Nord-Ouest qui a longtemps été cherchée par les explorateurs, pour certains au péril de leur vie, qui maintenant est libre de glace une partie de l'année. Et vous avez côté russe la route du Nord-Est. Il faut savoir par exemple que les Russes, dans ce secteur-là, ont dessiné leur drapeau au fond de la mer déjà. Donc il y a une volonté il y a des appétits,
territoriales qui se sont aiguisées à mesure que les glaces fondent. Parfois, le pôle Nord, même lui-même, est libre de glace pendant quelques semaines au mois d'août, en été, ce qui n'était jamais le cas évidemment avant. Donc tout ça ouvre des perspectives. Aujourd'hui, je crois que une route, par exemple, reliant Londres à Osaka, en passant par le passage du Nord-Ouest, est 2 fois, peut-être un tiers moins longue qu'en passant par le canal de Panama. Donc évidemment, tout ça va provoquer un changement, un bouleversement dans le fret maritime, et qui est très important dans les échanges, qui est très important économiquement. Je crois vraiment qu'il y a aussi de la part de Trump une volonté on va dire réactiver la fameuse doctrine Monroe du précaré, en fait, dans un contexte où les empires s'aiguisent, l'Ukraine, la Russie avec l'Ukraine, la Chine avec Taïwan. On sent que la question territoriale revient au goût du jour, et qu'il y a un affrontement, ou en tout cas un monde multipolaire qui est en train de se mettre en place, dans lequel, il faut bien le reconnaître, l'Europe a un peu un problème de où veut-on aller, sur qui va-t-on s'aligner, va-t-on trouver notre pertinence. Et on sent bien que là aussi, Trump et Elon Musk sont à la manœuvre pour... je dirais pas plastiquer, mais enfoncer des coins dans des questions ouvertement européennes, notamment les problèmes de souveraineté, la question de la pertinence de l'Union européenne face aux flux migratoires, aux problèmes sécuritaires. Je pense que le dernier exemple en date, le plus éclatant, c'est ce que Elon Musk est en train de faire en s'immisçant dans la campagne électorale en Allemagne, où Alice Weidel devient chancelière dans quelques semaines, eh bien, elle a promis de quitter l'Union européenne. Si l'AfD fait que l'Allemagne quitte l'Union européenne, on est en droit de se poser la question de ce que va devenir cette fameuse Union européenne. Thierry Breton, Ursula von der Leyen, Nathalie Loiseau, Edco, qu'est-ce qui va devenir, quel va être l'avenir de ces gens-là? Quel est l'avenir de Nathalie Loiseau? C'est vraiment le truc qui nous préoccupe tous. Sûr. Merci Régis. Mais bien sûr, je pense qu'il faut... Non, évidemment, tout ça non, mais plus globalement... de quoi sera faite l'Europe de demain. N'oublions pas que le même Musk est aussi très attentif et donne beaucoup son avis sur ce qui se passe en Angleterre, et que globalement, les conservateurs américains, depuis très longtemps, ont eu comme tête de pont Viktor Orban, ont énormément aidé, épaulé Viktor Orban. Moi, j'ai pu le constater en faisant un reportage l'été dernier en Hongrie, à combien les conservateurs américains sont présents, aident le conservatisme, le foyer du conservatisme qui est devenu la Hongrie. Vous avez Viktor Fico également en Slovaquie. Vous avez la Pologne qui est, on va dire, complètement de mèche avec les États-Unis. L'Italie de Giorgia Meloni, idem. Tous ces gens-là ne fonctionnent plus, ou en tout cas très mal aujourd'hui, avec la petite musique de l'Union européenne. Si une pièce de taille comme l'Allemagne est amenée à prendre cette voie, là, il va falloir se poser des questions sur les institutions européennes. Régis Le Sommier, on profite de vous avoir puisque vous êtes spécialiste des États-Unis. Marie Falicon avec quelques questions pour vous. Pour rebondir justement sur la politique migratoire, on vient d'en dire un mot justement. Elle s'accélère aux États-Unis, on le voit avec ces expulsions massives de ressortissants étrangers clandestins. La question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est vraiment un coup de force de la part de Trump, parce que la toile s'enflamme, s'indigne face à ce qu'ils appellent les déportations massives. En parallèle, on voit au contraire que par exemple sous Barack Obama, il était surnommé, alors je vais faire un anglicisme, je m'excuse, mais deportive in chief, que sous son mandat, près de 8 millions a priori d'étrangers clandestins auraient été expulsés de force des États-Unis, et donc que c'est pas forcément nouveau et que c'est pas non plus tel finalement. Et donc est-ce que c'est pas ok, une promesse tenue peut-être de la part du gouvernement actuel aux États-Unis, donc par Trump et son équipe, mais pour autant, est-ce que ça pourrait pas lui jouer des tours de montrer qu'il n'est pas aussi efficace d'ailleurs que des démocrates en fait avant lui?
Écoutez, le problème, c'est par rapport à ça, c'est que en effet, vous avez raison, Barack Obama a été d'une efficacité rare quand il s'est agi d'expulser des clandestins. On lui a même reproché d'ailleurs d'avoir séparé les enfants des parents. Enfin, il y a eu des choses assez inhumaines, on va dire, qui se sont pratiquées sous l'ère Obama aux frontières des États-Unis. Après, quand on compare l'époque Obama à celle de Joe Biden, là, par contre, on est dans le laisser-aller complet. L'œuvre de Kamala Harris en termes migratoires aux États-Unis, c'est une gabegie absolue. Elle avait pourtant eu comme mission de contacter les pays d'origine des migrations vers les États-Unis, et rien n'a pu être fait, rien n'a été fait. Et je vous donne juste un chiffre. Sous la présidence Trump en 2020, avant l'arrivée de Joe Biden au pouvoir, environ 400 000 immigrés clandestins avaient pénétré sur le sol des États-Unis. Au moment où Joe Biden arrive aux États-Unis, dans la première année, c'est 2 millions d'immigrés clandestins qui arrivent aux États-Unis. Ah oui. Et sur l'ensemble des 4 ans de Joe Biden, on est à 7,5 millions d'immigrés clandestins. Donc des portes ouvertes absolues. Donc tout ça, évidemment, le souvenir de la politique peut-être de contrôle de la souveraineté migratoire aux États-Unis, enfin de la souveraineté du pays à l'époque d'Obama a été balayé par la suite d'Obama qui était Joe Biden. Donc là, je pense que par rapport à cette époque-là, Donald Trump n'aura aucun problème à en tout cas réguler. Et puis, je vais vous dire une chose, ce qui se passe avec Donald Trump, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un effet, il y a un effet coercitif, c'est-à-dire avant même que le personnage soit investi, avant même que son mandat arrive en politique internationale, tant au Moyen-Orient que on l'a vu avec d'autres pays, même sur cette question du Groenland, on a commencé à dire est-ce que ça va être vrai, etc. Et le fait que Donald Trump, moi je pense que Donald Trump fait peur, et qu'il y a la puissance américaine derrière, il y a sa puissance militaire. Tant que le monde continue à échanger en dollars, les États-Unis sont garantis de conserver cette puissance. Et même si Donald Trump a promis America First, de s'intéresser aux Américains d'abord et de faire en sorte de ne pas redevenir le gendarme du monde, vous savez, c'est une tentation régulière américaine de se dire bah tiens on va intervenir, etc. S'il arrive à comment on va dire faire un peu des deux, voilà, l'Amérique va redevenir quand même un pays assez puissant. Et c'est assez intéressant. Je regardais ce matin une conférence de presse que Donald Trump a donnée sur le tarmac d'un aéroport. Un journaliste faisait un tweet en disant c'est quand même super agréable d'être face à un président, de lui poser des questions. Il n'a pas de script, personne ne l'a. Il n'y a pas un conseiller qui est venu lui dire il faut que tu dises ça. Il dit ça fait 4 ans qu'on n'avait pas un président qui soit capable de nous répondre comme ça aux débeautés, et ça fait du bien. Effectivement, quand ils étaient avec un Joe Biden qui répondait avec un message déjà préenregistré, presque une oreillette dans l'oreille pour lui dire ce qu'il fallait qu'il dise, et qui ne répondait jamais aux questions des journalistes après ses conférences de presse ou quasiment, eh bien voilà, Donald Trump, lui, il y a un côté plus cash, il y a un côté, et déjà à ce niveau-là, on est passé sur une autre époque avec un président qui a décidé d'être, comme disent les Marines, leading from the front, c'est-à-dire c'est au commandant en avant au front. Et il a décidé de l'être. Et je pense que ça, du point de vue des Américains, c'est quelque chose qui, même chez ceux qui critiquent Donald Trump et qui ne sont pas d'accord avec sa politique, quelque chose qu'on pourra lui reconnaître, c'est cette espèce de leadership qu'il incarne et qui, aujourd'hui, a tendance à faire les choses avant même qu'il les force. Je vous donne un exemple, ce qui s'est passé avec la Colombie. On a vu immédiatement, le président colombien a refusé 2 avions en ramenant des migrants criminels en Colombie. Il a refusé l'atterrissage. Donald Trump a menacé immédiatement de sanctions par des taxes de 25%. Tout de suite, le président, plutôt d'obédience marxiste de la Colombie, a fait machine arrière et a accepté les migrants.
2-3 jours après, le Venezuela annonçait qu'ils ne verraient aucun problème, eux aussi, à récupérer leurs migrants. Et on ne voit pas beaucoup de pays s'opposer à ça. Alors, il y a plus de mouvements d'opposition au sein des États-Unis, sans doute, diligentés par certains groupes d'extrême gauche ou des démocrates, localement aussi, avec des associations de migrants. On l'a vu au Texas, on va le voir en Californie, qui s'opposent justement à l'arrivée des agents de ICE, qui est l'agence qui s'occupe du rapatriement des migrants. Donc il y a des choses ça va peut-être être un peu plus compliqué que prévu, mais en tout cas au niveau des pays de retour, il semble que les choses sont en train de s'aligner, simplement parce que Trump fait peur. Voilà. On voit la force d'une vraie politique de dissuasion, et c'est vrai que c'est une claque non seulement pour Kamala Harris, les démocrates, Joe Biden, mais pour les Européens qui, c'est vrai, n'ont pas choisi la nation first. Demain, je crois, demain on hésite entre le 49.3 et la censure, donc encore une politique qui va mener très loin. On est avec un président qui est incapacité, donc on va vivre une vingtaine de mois avant la prochaine élection dans une espèce de blocage. Quand on a ce blocage chez nous et qu'on voit la manière dont agit Donald Trump, on peut le critiquer autant qu'on veut, on peut ne pas être d'accord avec ses choix, mais on ne peut pas lui reconnaître qu'il n'est pas vraiment au front, justement, comme je disais, et qu'il n'a pas envie de changer les choses et qu'il va les faire changer de facto. Est-ce que Donald Trump va imposer en Europe un nouveau rythme politique ? On voit justement qu'il est le président de l'action. Le jour même de son investiture, il commençait déjà à travailler. Là où nous, on se perd en procédure, en tractation, est-ce que Donald Trump peut insuffler de l'énergie à l'Union européenne parce qu'on va se retrouver bien obligé de devoir suivre la danse ? Disons qu'il y a un modèle Trump qui n'est pas que Trump a encouragé par son exemple à lui, mais qui existe aussi depuis de nombreuses années. C'est qu'il y a une question du retour des souverainetés. Je vous le disais avec la Hongrie, avec des pays d'ailleurs qui ont été persécutés par l'Union européenne parce qu'ils prenaient des directives qui n'allaient pas dans le sens, on va dire, mondialiste de nos élites européennes. Non, je pense qu'il y a cet exemple d'abord idéologique, il faut appeler les choses par leur nom, que Trump essaye d'insuffler, une sorte de révolution conservatrice qui serait applicable dans divers pays. Et je vous dis, l'exemple allemand va être très intéressant à suivre parce que quand on regarde la société américaine, moi, que je connais très bien, c'est une société un peu comme l'Allemagne, c'est-à-dire que c'est des sociétés où la question de l'ordre est extrêmement importante. C'est-à-dire on décide quelque chose, on le fait. En Allemagne, il y a des choses, et c'est de ce point de vue-là, d'ailleurs, il y a beaucoup d'Américains qui ont des origines allemandes, même si l'histoire a fait qu'on n'en parle pas beaucoup. On parle surtout des Américains d'origine irlandaise ou d'origine italienne, mais il y a beaucoup d'Allemands aussi là-bas, notamment dans le Midwest. Et donc il y a une mentalité assez flic, on va dire, assez quand on applique la loi c'est la loi. Et ça va être très intéressant de voir si l'AfD arrive au pouvoir en Allemagne, comment les choses vont se passer, parce que les Allemands, on sent bien qu'ils n'ont pas, ils ont l'intention de faire les choses. Ils sont dans l'efficience. Nous, on est dans le bavardage, vous avez raison, on est dans le 49.3, on est dans le truc, la censure, le machin, le débat, etc., etc. Voilà. Et peut-être que chez nous, ça serait bien, mais on n'a pas de Trump véritablement. On peut dire Marine Le Pen, Éric Zemmour, mais enfin tout ça, c'est pas tout à fait du même acabit. On n'est pas tout à fait dans la même philosophie. Oui, voilà. C'est ça. En même temps, notre philosophie politique, même notre philosophie de pays, se prête moins à ce genre de profil. Notre philosophie politique hérite du général de Gaulle qui n'aimait pas l'économie. Donc voilà. Je suis sûre qu'on aurait beaucoup de gens à recevoir à notre antenne qui vous diraient mais comment ça, c'est fort. Si, il n'aimait pas l'économie. En organisant un débat. Voilà. Revenons quand même un tout petit peu. Il y a quelque chose qui est fascinant chez Trump, c'est que pour lui, sa volonté de puissance, elle est économique, mais il y a aussi une espèce de conquête territoriale réelle. C'est-à-dire, j'annexe le Canada, j'annexe le Groenland, je chope le canal de Panama. Ce sont des territoires physiques. Là où l'Europe, l'Union européenne, n'est capable de proposer que des alliances, des traités, le TAFTA, le CETA, etc. Donc d'un côté, il y a un modèle où on prétend qu'une influence politique se fait à travers des traités, et de l'autre côté, il y a une espèce de mouvement contraire où il dit mon
poids politique est fonction de mes kilomètres carrés. Exactement d'ailleurs comme la Chine qui en mer de Chine veut annexer l'intégralité de ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un retour du territoire physique en fait en politique ? Alors avec les États-Unis, c'est un peu différent, je vais dire, de la vision peut-être des Chinois ou des Russes sur cette question de la possession, la question de la colonisation des territoires. Pour ce qui est des Russes avec l'Ukraine, il y a évidemment une antériorité historique, religieuse, il y a plein de choses. Il y a l'idée de Novorossiya, etc. Et pour Taïwan, évidemment, il y a l'idée que la Chine et Taïwan ont été un même bloc pendant très longtemps. Donc, de retrouver une partie du territoire qui aurait échappé. Enfin bon, chez Trump, il y a une mentalité typiquement américaine de territoire inexploré qu'il faudrait conquérir. Faut pas oublier que l'annexion de la Californie ou de l'Iowa ou de territoires, enfin de territoires à l'ouest a été faite à la fin du 19e siècle. Donc c'est encore tout à fait récent. Et cette notion de frontière, elle est extrêmement importante puisqu'elle s'est translatée, on va dire, au 20e siècle avec Kennedy, l'idée d'aller conquérir la Lune, et qu'aujourd'hui, moi je prétends qu'elle se translate aussi avec Elon Musk qui veut, on va dire, présider à la conquête de Mars. On est toujours dans cette notion de frontière, de faire reculer le territoire, d'aller conquérir en effet ces terres, mais pas avec l'idée que, même si elle s'est faite, cette conquête de l'Amérique au détriment des peuples autochtones qui ont été véritablement génocidés, mais si vous voulez, il y a dans la mentalité américaine l'idée que le Canada, finalement, peut-être quand même chez les Américains une exception avec le Québec, puisqu'il y a la langue française, puisqu'il y a la culture française, et que le Québec leur pose peut-être plus de problèmes. Mais quand on regarde le reste du Canada, au niveau du mode de vie, au niveau de la façon, de la mentalité, et même, je crois qu'à part quelques inflexions dans l'accent canadien anglais, il n'y a pas grande différence avec la société américaine. Prenez la Colombie-Britannique et vous allez à l'État de Washington qui est au sud, vous faites pas la différence en traversant la frontière. Alors oui, les armes sont en vente libre aux États-Unis, elles sont régulées au Canada. Au Canada, l'alcool est régi par l'État. Enfin bref, il y a quelques différences en effet, mais au niveau du style de vie, c'est exactement la même chose. Et donc, chez Trump, voilà, il y a l'idée on va dire, de se créer, de renforcer l'empire, de contrôler les routes dont on a déjà parlé, de mettre la main sur des ressources d'un point de vue économique, mais cet agrandissement de l'Amérique se projette, enfin se conçoit dans l'idée que l'Amérique avance toujours et qu'il faut à nouveau conquérir des frontières et que ça ne pose aucun problème. Cette édition touche à sa fin, Régis Le Sommier. Je profite des dernières secondes qu'il me reste pour rappeler que vous venez de publier un livre, Qui est le diable, l'autre ou l'Occident, aux éditions Max Milo. On vous avait reçu pour en parler, donc on invite les auditeurs à écouter l'émission en question et bien sûr à se procurer votre ouvrage. Merci d'avoir été avec nous ce matin pour donc nous parler du Groenland. C'est difficile de trouver un expert du Groenland justement dont on était ravis de vous avoir. Merci à toute l'équipe d'avoir mené cette édition avec moi et puis Régis, on vous retrouve lundi prochain. Merci.